David Stone, de retour au double fond. Et oui, voilà, de retour. Ça fait 5 ans, 6 ans? Ça fait 5 ans. 5 ans. 5 ans que j'ai commencé à travailler le spectacle pour le développer petit à petit. Et la première année, je jouais une fois par mois. Donc ça m'en faisait une petite dizaine par an. Et après, petit à petit, ça s'est un peu étoffé. Alors donc, il s'en est passé des choses quand même depuis 6 ans. Ouais, t'as vu ça? Hein, voilà, Hein, donc... j'ai perdu 3 kilos, j'ai eu un bébé, j'ai eu 2 bébés puisqu'on a fait Clec, j'ai appris à mieux parler français et mieux articuler pour mon spectacle double fond. Donc plein de choses, et puis alors évidemment, incroyable talent. Oui, incroyable talent. Deux fois. Alors, fallait quand même oser, parce que bon, faire une première finale, c'est très bien, et puis revenir une deuxième fois, un peu osé, mais fallait le faire. Oui, mais bon, à la limite, j'étais masqué, donc on savait pas que c'était moi. Je t'avoue que lorsqu'on a commencé à faire le personnage à l'audition, on s'attendait pas à aller plus loin. Donc on s'est dit, ça va faire peur, ça va faire marrer les gens, ou peu importe, mais ça ira pas plus loin que ça. On s'attendait pas à aller à mettre le doigt dans l'engrenage. Clec Entos, on va en dire quand même quelques mots, parce qu'il est né comment, ce personnage? Alors, le personnage de Clec est né tout simplement lorsque la production d'Incroyable Talent nous a appelés en mars-avril 2020 pour nous dire qu'il n'y a personne qui peut venir en France pour faire l'émission à cause du Covid. Est-ce que tu serais intéressé, David, pour revenir? Alors j'ai fait, non, pas vraiment, parce que j'ai déjà fait une émission et je vais avoir des difficultés à revenir une deuxième fois. Et ils me disent, écoute, pourquoi est-ce que tu ne t'inspires pas de Mark Spellman, l'anglais, qui lui est revenu tout en étant masqué? Alors j'ai dit, ça m'intéresse pas, je vais en parler à JB qui est mon co-auteur et mon partenaire et metteur en scène, et qui a d'ailleurs mis en scène ce spectacle, Stone passe à table. Et je lui dis, mais à mon avis, ça n'intéressera pas. Et j'appelle JB, et contre toute attente, lui, ça l'amuse. À condition que on fasse pour moi que des tours que je n'aime pas, dans le but de m'amuser en fait, justement, de changer complètement d'univers, et qu'on fasse un personnage qui fasse peur. C'était son kiff, ça. Il voulait un personnage qui fasse peur, mais vraiment peur. Pas juste ou quelque chose qui soit bien plus développé que ça. Et au bout d'une semaine, on avait effectivement trouvé et le stylisme du personnage, et le look, et on va dire l'ambiance principale, les principales caractéristiques du personnage. Un personnage qui s'est installé et qui est allé même au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Absolument. Ce que tu viens de dire. Il nous a dépassé rapidement. Hein. On s'est très rapidement fait dépasser par le personnage, par ou son succès, ou l'intérêt que le public y apportait. Et donc après, c'est nous qui courrions après le personnage presque, parce qu'il était sollicité dans plein d'émissions de télé ou dans plein d'opportunités. Donc c'était une opportunité incroyable. Donc on a dit oui à tout et on s'est retrouvé dans des situations qui nous ont forcé à développer le personnage. Mais c'est plus nous qui avons couru après Clec que Clec qui s'est imposé en fait. Alors Clec, il a évolué aussi au fur et à mesure, parce que bon, il y a eu le premier, hein, avec le fameux oiseau, voilà, avec perruche. Ou avec l'araignée d'abord. Ou avec l'araignée d'abord, oui, effectivement. Voilà. Donc, et l'idée des bestioles, justement, parce que c'est quand même une des marques de fabrique de Clec Entos. Alors, la bestiole. Alors, les bestioles, c'est vrai, au début, en fait, quand on crée le personnage, on ne sait pas trop vers quoi on va. Donc on s'est dit, pour faire peur, on va prendre les clichés, les archétypes classiques, donc les araignées, les serpents, enfin tout ce qui fait peur aux gens en général. Ensuite, on s'est rapidement aperçu avec JB que faire peur pour faire peur allait nous faire tourner en rond, et pas nous amener vraiment vers quelque chose de profond et d'intéressant. C'est-à-dire, si tu regardes un film au cours duquel tu as peur tout le temps, tu finis par te lasser en fait. Donc même les films d'horreur ont des séquences de repos, des séquences romantiques ou des séquences drôles, des moments où on casse l'émotion. Et là c'était le cas pour ce personnage où on s'est dit on va essayer de faire peur mais en faisant réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on a peur? D'où vient la peur? Quelles sont les raisons de la combattre? Comment au contraire l'utiliser? Comment faire une force et l'exploiter? Un peu comme quand on a le trac, par exemple. Le trac qui est une source de pouvoir et d'énergie énorme pour tous les artistes. Mais certains en sont paralysés. D'autres qui savent l'utiliser l'exploitent. Et moi, quand je n'ai pas le trac, je sais que je vais être mauvais, par exemple. Donc, c'est presque un moment que j'espère, le trac. Alors que c'est pas forcément agréable physiquement. Donc là, la peur, le thème de la peur s'est un peu étoffé et le personnage a forcément évolué et est devenu un peu plus riche
en couleur, en émotion que le simple personnage qui fait peur. C'est un monstre en fait, et il n'y a rien de plus humain qu'un monstre en réalité. C'est ça qui est étonnant. Alors, difficile de jongler entre Clegg Hentos et David Stone? À vrai dire, pas vraiment. C'est-à-dire que physiquement, c'est plus facile de faire Clegg, c'est beaucoup moins fatigant. J'ai pas besoin de me maquiller, même si j'ai une sale tête ou je suis fatigué, c'est pas grave. Le personnage est beaucoup plus lent et calme que moi, donc c'est beaucoup moins. Ça demande beaucoup moins d'énergie. J'ai réalisé en fait que Stone était un personnage aussi avec Clegg, que j'étais pas du tout comme ça dans la vie. Que David Muller, mon vrai nom, la vraie personne que je suis, avait même créé le personnage de David Stone pour vaincre son trac, pour tenter de se faire connaître, ou voilà. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que en réalité, on est trois. Il y a moi, il y a Clegg et il y a Stone. Et c'est et je trouve que Stone est quand même beaucoup plus gai, beaucoup plus captivant, mais beaucoup plus fatigant aussi, notamment à interpréter. Je me souviens du premier Stone passe à table. Effectivement, là, c'était une sorte de presque de thérapie. Est-ce qu'on est encore dans cette... Oui, on est toujours dans cette thérapie, absolument. Le spectacle, ça n'a été qu'une évolution vers le spectacle. C'est pas un nouveau spectacle, hein, ça a été qu'une évolution complète de Stone passe à table, qui en réalité a été épurée. J'ai tenté de... Ce sont les années d'expérience que j'ai eu la chance d'acquérir grâce à Dominique et Alexandra Duvivier, ici, qui m'ont permis de ne pas en faire de trop. J'en faisais beaucoup de trop parce que déjà, j'avais toujours envie de prouver quelque chose. On a toujours envie de prouver quelque chose, mais je crois que en retirant, afin d'enrichir et de montrer moins de choses, mais de manière plus intelligente ou mieux, on gagne autant en faveur du public. Et là, on est plus dans une vraie boucle avec un fil conducteur, un fil rouge, quelque chose qui est construit, qui a un arc narratif. Et c'est ce vers quoi j'espère aller vers Clegg, où là, le personnage, le spectacle est très bien, mais pour moi, il n'est pas encore abouti, puisqu'il n'en a pas. Ici, dans ce spectacle-là, ce que tu vois au début, comme dans le fusil de Tchekhov, tu vas le retrouver à la fin, donc tu t'aperçois que tout est écrit du début à la fin. C'est pas encore le cas avec Clegg, puisqu'il a d'abord fallu avoir la chance déjà de réussir à, dans les temps, monter un spectacle d'1h20, et maintenant seulement le vrai travail va pouvoir commencer. Le peaufinage et les réglages de tout ce que j'ai pu faire avec Stone, ça m'a demandé du temps, ou tout au moins j'avais pas l'opportunité de jouer. Là, j'ai déjà fait plus de performances de Clegg que j'ai fait de Stone en 5 ans. T'as vu, je parle de moi à la troisième personne, oui. Comme Alain Delon. Comme Alain Delon, oui. Là, oui. Alors justement, pour revenir à Stone passe à table, c'était aussi une première, c'est-à-dire que pour toi, c'était une découverte du public, des Moldus. Oui, tout à fait. Et là maintenant, donc avec Clegg d'un côté, avec Stone passe à table, comment tu appréhendes maintenant le public? Alors, chaque soir est un nouveau soir, dans tous les cas. Quel que soit le personnage que je vais interpréter, ça va être à chaque fois un public à gagner, notamment dans les livres. Mais il est vrai que sur Clegg, je m'appuie sur le personnage, sur sa force et sur sa notoriété. Il est 100 fois plus connu que moi, donc forcément, les gens sont déjà plus impressionnés quand ils le rencontrent. Moi, à chaque fois que je suis là, il faut que je refasse mes preuves, tout le temps, même avec un public qui me connaît déjà. Donc, c'est curieusement plus difficile d'interpréter Stone. Mais je crois que ce que j'ai appris, en fait, c'est plusieurs choses. D'abord, j'ai appris que le public n'écoute pas du tout ce que tu dis, notamment avec Clegg. Les gens n'écoutent absolument pas ce que tu leur dis. Avec Clegg, je le sais, puisque ce sont des phrases toutes écrites et préenregistrées que l'on a forcément épurées pour que le sens soit le plus clair possible. Et malgré cette clarté de sens, tu t'aperçois que lorsque tu dis à quelqu'un « je vais vous demander de simplement vous lever », la personne se lève et vient te rejoindre. Alors qu'à aucun moment, tu lui as demandé de te rejoindre. Ou si tu lui demandes venez ici, mais surtout ne vous asseyez pas. Et tu vas voir que la personne va s'asseoir. Les gens n'écoutent pas. Et ça, c'est une vraie découverte que j'ai faite avec Clegg, que je vais pouvoir exploiter avec Stone. Parce qu'il est possible que je puisse dire des choses aux gens qui sont enregistrés et après leur montrer que je leur ai déjà dit, et malgré le fait, je leur prouver, et malgré ça, qu'ils ne le font pas. Donc ça m'a ouvert des portes, on va dire, en termes de jeu. Et l'autre chose que j'ai appris, c'est que ça ne sert à rien d'essayer
de vouloir rentrer tout de suite dans l'art du public. Je crois qu'il vaut mieux d'abord poser quelque chose, notamment avec un personnage comme le magicien classique que je suis ici, plutôt que d'essayer de les impressionner tout de suite, c'est plutôt d'abord de les faire m'aimer. Et une fois qu'ils m'aiment, qu'ils ont compris qui j'étais, là, je peux me permettre un peu plus d'excentricité. Alors qu'avant, je m'imposais. J'imposais ce que je voulais faire. J'imposais tout de suite. Et ça pouvait braquer le public. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est d'abord, je vais leur apprendre qui je suis. Et ainsi, ils vont pouvoir accepter certaines écubrations, certaines fantaisies que le personnage propose. Alors pour ce spectacle, on retrouve bien évidemment toute la magie qui est la tienne, la magie des pièces, la magie des cartes, la magie classique, on va dire, de close-up. Mais c'est surtout ce qui te caractérise pour moi, c'est tout ce qui est misdirection, c'est-à-dire détournement d'attention, où justement on ne dit pas « attendez, regardez, ça va disparaître » ou « je vais faire ci » ou « je vais faire ça ». Les choses se passent. Et c'est là où l'effet de surprise est encore plus fort. Alors la misdirection, ça a toujours été mon truc, c'est vrai que je me fais plaisir, et encore, je n'en fais pas de trop dans ce spectacle-là, mais je l'utilise de manière différente maintenant. Avant, je pouvais utiliser la misdirection dans le but de montrer qu'un objet avait disparu, par exemple, pour se retrouver ailleurs. Maintenant, je vais l'utiliser pour me débarrasser, par exemple, d'un objet de manière à ce que le lieu soit plus joli, tout simplement, ou que la scène soit plus belle. Tu vois ce que je veux dire? De façon à ce que ce soit moins... C'est pas forcément démonstratif. Ça peut être, je vais exploiter parfois la misdirection dans le but que ce soit tout simplement plus agréable à regarder. Parce qu'on s'attend à il y avait ça, pourquoi il n'y a plus? Voilà. C'est souvent l'effet qui est fort, l'effet qui est, on va dire, qui est voulu par le magicien, mais qui n'est pas attendu par le public. Absolument. Alors, quelle originalité tu pourrais retirer par rapport à ce que tu avais fait du premier spectacle et de celui-ci? Est-ce que tu te livres davantage? Est-ce que tu es... Non, en fait, je crois que je me livrer peut-être. Non, je sais même pas. Je crois que j'ai épuré, au contraire. Le plus dur, c'est de retirer plutôt que de vouloir en rajouter. Et c'est ça que j'ai plutôt fait. Mais j'en ai pas retiré au détriment du spectacle. J'en ai retiré dans le profit de la clarté, en fait. Pour que ce soit plus agréable. Parce que c'est vrai que quand on en fait trop, ça devient un peu brouillon au bout d'un moment. Donc, encore une fois, c'est plus dans le jeu du personnage que j'ai travaillé que dans les tours de magie. Plus dans l'impact émotionnel qui est recherché avant tout, plus que la partie démonstrative du tour de magie. Et essayer de transmettre quelques émotions qui sont sincères. Qui sont vrais, qui ne sont pas recherchés. Est-ce que David Stone s'est assagi? Hélas. Hélas, il s'est assagi. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? J'en sais rien. On verra dans le spectacle que j'écris pour moi, sur scène. Est-ce que je me suis vraiment assagi? On verra. Au fond de moi, je suis toujours aussi dingue. Hein. Mais c'est vrai que... en passant par la moulinette de M6, les formats familiaux, Clec, etc., j'ai dû apprendre à être un peu moins provocateur. Mais au fond de moi, il y a quand même encore ce petit bonhomme qui bouillonne et qui a envie de dire un peu des bêtises, mais cette fois-ci avec un public choisi. Ce qui fait que quelqu'un qui vient voir un spectacle, par exemple, qui est, admettons, je dis une bêtise, interdit aux moins de 18 ans. C'est génial, le concept, j'adore. Eh bien, pourquoi est-ce que c'est interdit aux moins de 18 ans? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Ça me fascine, ça me plairait, par exemple. Et tu es toujours interdit aux moins de 14 ans, du moins c'est ce que tu... Il a été déconseillé aux moins de 12 ans, et c'est uniquement parce que je voulais pas que ce soit une cour de récré, et que, comme j'avais du succès avec Incroyable Talent, que ça vienne avec 18 mômes et 25 adultes. Je voulais pas ça. Le spectacle, je voulais qu'il s'adresse d'abord à les adultes, qu'ils peuvent le faire partager à des enfants. Pour Clec, c'est beaucoup plus encore pareil. C'est plus familial. Mon fils qui a 3 ans est venu voir le spectacle. Il a eu un peu peur, bien évidemment, c'est normal. Mais il n'a pas tous les codes de la peur pour tout comprendre. Mais ceci dit, c'est essentiellement pour le bien-être des adultes qui viennent voir un personnage. Et c'est vrai que lorsque j'ai écrit les premiers textes, ils étaient beaucoup plus corrosifs, mais j'avais besoin
je me cherchais comme personnage en fait. Je me cherchais comme personnage, donc je tapais un peu partout. Et il est possible d'avoir un humour parfois qui ne nous correspond pas forcément, mais on avait besoin d'essayer. Et avec la présence d'enfants, c'était pas forcément facile, ça mettait plus mal à l'aise certaines personnes lorsqu'il y avait des enfants que lorsqu'il n'y en avait pas. Donc j'avais préféré gérer ça de façon à pouvoir me permettre certaines fantaisies, on va dire. Mais maintenant, je parviens à obtenir les mêmes émotions ou les mêmes trucs sans être tout autant provocateur. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir quelques saloperies que je balance. Mais elles restent... Oui, on ne se refait pas de toute façon. On ne se refait pas, voilà. Merci David, et puis donc Stone passe à table au double fond, on va donner les dates bien évidemment, mais tu es ici au moins toute l'année oui. pour ce spectacle. Merci beaucoup. À vous.